Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Code in Game. On va s'attaquer à un puzzle classique facile, détective PeeCaptcha, épisode 2. Dans cet exercice, un labyrinthe va nous être donné. On va nous dire quel mur de ce labyrinthe il faut suivre dans la variable side. Par exemple, on va nous donner L s'il faut suivre le mur de gauche et on va nous donner R s'il faut suivre le mur de droite. L'idée étant qu'on doit parcourir le labyrinthe pour revenir au point de départ en suivant le mur qui nous est donné. Et on doit ensuite réafficher le labyrinthe en indiquant sur chaque case combien de fois on est passé sur cette case. Pour ça, on a quelques données en entrée. Notre Pikachu, il va avoir une direction dans laquelle il regarde dès le départ. Par exemple, ici, il regarde à droite. Et à partir de cette direction de départ, on va lui faire parcourir le labyrinthe. Pour ça, on a plusieurs variables qui nous sont données. La largeur du labyrinthe, sa hauteur, et enfin les lignes qui constituent le labyrinthe. C'est à peu près la même chose pour le moment que pour Détective PeeCaptcha épisode 1. Regardons l'exemple des données qui nous sont données en entrée et de la sortie qui est attendue. On a le labyrinthe ici, avec la case de départ et la direction dans laquelle regarde Pikachu. Nos cases vides, ce sont les zéros, les murs, ce sont les dièses. Et enfin, ce qu'attend le programme à la fin, c'est ce type de labyrinthe. Donc pour chaque case, on dit ici Pikachu est passé une fois, ici il est passé 3 fois, ici il est passé 2 fois, etc., etc. Pour bien comprendre l'exercice, lançons un premier test, histoire qu'on nous affiche le labyrinthe ici, et regardons comment le déplacement de Pikachu va s'effectuer. Donc Pikachu est ici, c'est sa case de départ en 0, 0, c'est le même que l'exemple qu'on a regardé précédemment. Il doit suivre le mur de gauche. Donc là, il regarde vers la droite, son mur à gauche, en fait, il est en haut, donc il va aller tout droit pour lui. Ensuite, il va continuer, il va descendre, il suit toujours le mur de gauche, il va à droite, c'est un cul-de-sac, il revient à gauche, il descend, il remonte, il va à gauche, il redescend, à gauche cul-de-sac, il va à droite, il remonte, on revient sur la case de départ, le programme est terminé. Pour chaque case qu'il a traversée, on incrémentera à chaque fois le nombre de fois qu'il est passé sur une case. Avant de nous lancer dans le code, réfléchissons à la manière dont Pikachu va se déplacer. Pour ça, j'ai préparé une feuille LibreOffice Calc. Ce que l'on peut constater ici, c'est que les deux tableaux de gauche représentent le déplacement de Pikachu quand on doit suivre le mur de gauche, et les deux tableaux de droite représentent les déplacements de Pikachu quand on doit suivre le mur de droite. Si Pikachu regarde en haut, la case à sa gauche est en J-1, donc on regarde cette case et on regarde si c'est une case vide ou un mur. Si c'est une case vide, on va sur cette case. Si c'est un mur, alors à ce moment-là, Pikachu va regarder en haut, donc en I-1. Si c'est une case vide, il y va. Si c'est un mur, il regarde à droite, donc en J+1. Si c'est une case vide, il y va. Si c'est un mur, il regarde en bas, donc en I+1. On réitère cette opération si jamais Pikachu regarde à droite. Si Pikachu regarde à droite, alors le mur qui est à sa gauche est en haut. Donc on regarde en I-1. Si c'est un mur, il regarde à droite. Si c'est une case vide, il y va. À droite, donc en J+1. Si c'est un mur, il regarde en bas. Si c'était une case vide, il irait dessus. En bas, il regarde en I+1. Et puis si c'est un mur, il regardera alors à gauche en J-1. On réeffectue la même opération s'il regarde en bas et s'il regarde à gauche. Ce que l'on constate, c'est que ça fait un cycle. À chaque fois, en fait, Pikachu, il tourne sur lui-même, dans le sens horaire quand on lui demande de suivre le mur de gauche, et il regarde en J-1, puis en I-1, puis en J+1, puis en I+1. Sauf que le cycle débute à un moment différent, suivant la direction dans laquelle regarde Pikachu. Je m'explique. Si Pikachu regarde en haut, il commence par regarder à gauche, puis en haut, puis à droite, puis en bas, et on parcourt ce cycle tant qu'il ne trouve pas une case vide. Donc s'il y a un mur à gauche, il regarde en haut. S'il y a un mur en haut, il regarde à droite. À droite, c'est une case vide, on arrête le cycle. Si jamais il regarde à droite, en fait, on reprend le cycle, sauf qu'on va le débuter par haut, puis ensuite on regarde à droite, en bas, et on revient au début, on regarde à gauche. Ça fait exactement la même chose ici. Et on fait ça pour chaque direction dans laquelle regarde Pikachu. Donc on peut imaginer une liste qui contient les directions dans lesquelles il doit regarder pour se déplacer. Et puis tout simplement, on va démarrer notre parcours dans cette liste suivant la direction dans laquelle regarde Pikachu. On réitère le même processus si jamais on nous dit de suivre le mur de droite, donc si side égale R. Tout d'abord, Pikachu va regarder la case à droite. Si c'est un mur, il regarde la case en haut. Si c'est un mur, il regarde la case à gauche. Et si c'est un mur, il regarde la case en bas. Ce que l'on constate ici, c'est que du coup, Pikachu il tourne sur lui-même
pour regarder quelles cases sont vides dans le sens sautille horaire. Donc cette fois-ci, la liste qu'on avait élaborée pour side égale L, bah, c'est la même liste mais à l'envers pour side égale R. Donc au lieu de faire gauche, haut, droite, bas, on fait droite, haut, gauche, bas. Et on va réitérer ça pour chaque direction dans laquelle Pikachu regarde. Donc on peut imaginer une même liste, et puis cette liste on va la parcourir à l'endroit ou à l'envers suivant le mur que Pikachu doit suivre, et on va la faire débuter à une certaine position suivant la direction dans laquelle regarde déjà Pikachu. Eh bien on peut aller créer nos premières variables qui seront nécessaires au bon fonctionnement du programme. Donc ici on nous donne la largeur, la hauteur. Je vais avoir besoin d'une grille qui va contenir le labyrinthe qui nous est donné. Je vais avoir besoin d'une grille, alors je l'instancie pas encore, mais je mets juste son nom, Final Grid. Cette grille, elle contiendra en fait toutes les cases avec le nombre de déplacements qu'a effectué Pikachu. Ça sera donc cette grille qu'on va parcourir à la fin pour afficher le labyrinthe final, celui qui est demandé dans l'énoncé de l'exercice. Je vais instancier Start Point, qui sera un tuple. Alors ce tuple, il contiendra le numéro de la ligne où se trouve Pikachu, donc I, le numéro de la colonne, donc J, la direction dans laquelle il regarde, et enfin s'il a au moins effectué un mouvement dans le labyrinthe. Enfin, je vais instancier une variable booléenne endMaze que je vais mettre égale à false. On aura une boucle while après, et chaque tour de boucle représentera un déplacement de Pikachu. Et Pikachu, il va continuer de se déplacer tant qu'on n'est pas arrivé à la case départ. Donc tant que endMaze sera égal à false, on fera déplacer Pikachu, puis dès qu'il sera sur la case départ, on le fera passer à true, et on sortira de la boucle, et on pourra afficher notre print final. Bon, on peut instancier notre grille, ainsi que notre grille finale qui contiendra toutes nos informations. Donc cette boucle-là, on a toutes les lignes qui nous sont données dans des chaînes de caractères. À partir de maintenant, ce que l'on veut faire, eh bien c'est récupérer les murs et les insérer dans Final Grid, parce que quand on doit donner notre sortie, on doit réafficher les murs. Donc on va profiter du parcours des lignes qui est fait ici en instanciant grid pour insérer nos murs directement dans notre grille finale. On ajoute nos lignes à notre grille. Ensuite, ce que l'on veut, c'est récupérer la position de départ de Pikachu, récupérer la direction dans laquelle il regarde pour cette position de départ. Donc ce que l'on va faire, c'est que pour les directions, dans ce tableau, alors il y en a 4 directions, il peut regarder à gauche, en haut, à droite ou en bas. Donc pour chacune de ces directions, on va parcourir la ligne qui nous est donnée, donc for J in range length line, et on va tester si la direction est égale à la ligne de J. On instancie notre tuple start point qui sera égal à I, J, la direction et false. Alors, petite explication. Dans l'exemple qui nous est donné, Pikachu il débute en 0-0, mais ça ne sera pas le cas pour les autres exemples. Donc il faut trouver sa position de départ, et pour trouver la position de départ, on va appliquer cet algorithme, et du coup en même temps on va regarder sur quelle ligne il est, sur quelle colonne, et dans quelle direction il regarde. On va profiter de notre boucle for I in range height pour ajouter les murs à notre final grid. Donc pour J in range length de line, on va ajouter les murs dès qu'on en croise un. Donc si grid de IJ est égal à un dièse, à ce moment-là, final grid de IJ est égal à un dièse. C'est bien beau tout ça, mais final grid on l'a un peu laissé en suspens ici. Donc on va faire une méthode qui permet d'instancier une grille à 2 dimensions. Cette méthode, on va l'appeler Instantiate Multiline Grid et on va envoyer la hauteur et la largeur qui nous intéressent. Donc créons-la maintenant. Alors, on va avoir besoin d'une liste vide et on va la parcourir en hauteur et en largeur. Donc pour I in range height, là ici on va réinstancier une liste qui correspondra à nos lignes. Et enfin, on va parcourir les colonnes. Donc ici, for J in range width. À ce moment-là, on va ajouter
à notre ligne des 0. Puis notre ligne, on va l'ajouter à grid. Et enfin, on retourne notre grille. Donc maintenant, Final Grid sera instancié. Par exemple, ici, on a une hauteur de 3 et une largeur de 5. Donc il sera envoyé en hauteur 3, en largeur 5. On crée une liste vide. Donc pour i allant de 0 à 3 exclus, on créera des lignes. Et ces lignes, on va les instancier avec width colonne. Donc autrement dit, ici, si je prends cet exemple, on a une largeur de 5, donc il y aura 5 colonnes. Chaque colonne, on lui met un 0. Et puis ensuite, on ajoute la ligne à notre grille et on renvoie notre grille. Donc on a instancié, hop, j'enlève le double point ici, on a instancié Final Grid. Bon, et bien à présent on peut coder nos déplacements dans le labyrinthe. Donc juste après la variable side qui représente le mur que l'on doit suivre, je mets ma boucle, donc tant que on n'est pas à la fin du labyrinthe, donc tant que endMaze égale false, eh bien on va faire se déplacer Pikachu. Comment on va procéder à son déplacement? Je vais me servir de la variable startPoint. StartPoint va contenir les informations mises à jour de la case sur laquelle se trouve Pikachu et de la direction dans laquelle il regarde. Pour ça, on va récupérer les informations issues de son déplacement. Donc je vais créer une méthode personnelle qui s'appelle move. Pour faire fonctionner cette méthode, on va avoir besoin de plusieurs variables. On va avoir besoin de notre labyrinthe, donc de la variable grid. On va avoir besoin du point sur lequel est Pikachu, donc startPoint, le mur que l'on doit suivre, la hauteur du labyrinthe et sa largeur. Par souci de lisibilité, je vais réinstancier i et j. I ce sera startPoint de 0 et j ça sera startPoint de 1. Donc on le voit bien ici, hein. À l'index 0 de startPoint j'ai i et à l'index 1 de startPoint j'ai j. Tout simplement, quand notre mouvement aura été mis à jour, je récupère i et j dans ces variables-là, dans le while. Pour rappel, l'idée derrière l'exercice, c'est d'indiquer le nombre de fois que Pikachu est passé sur une case. Donc, on va coder cette condition dès maintenant. Si startPoint de 3 est égal à true, alors notre case dans Final Grid de i, j, on lui met +1. Je m'explique. StartPoint va être mise à jour après le déplacement. Si Pikachu a effectué ne serait-ce qu'un seul déplacement, dans notre méthode move, on fera passer ici à l'index 3 de startPoint la variable à true. Par la suite, on testera si cette variable est à true, et ici le i et j contiennent la position mise à jour de Pikachu après son déplacement. Donc, si startPoint est égal à true, final grid de i, j est incrémenté de 1. Je m'explique. Imaginons que Pikachu commence en 0, 0. On passe par la méthode move et on analyse que Pikachu doit aller en 0, 1. Il a donc effectué un déplacement. StartPoint à l'index 3 va passer à true. I ici maintenant vaut 0 et J vaut 1. Donc si Pikachu s'est déplacé, on incrémente de 1, donc cette case-là passera à 1. L'idée c'est que il peut arriver que Pikachu soit piégé, qu'il soit entouré de murs et qu'il n'ait même pas un seul déplacement de possible. Si on ne mettait pas cette condition, alors on irait dans Move, ça incrémenterait à la fin Final Grid de 1, et on considérait que Pikachu s'est déplacé une fois alors qu'en fait il ne s'est pas déplacé. Donc pour éviter cette situation, on effectue un test, on regarde si Pikachu s'est bel et bien déplacé au moins une fois. Et si tel est le cas, on incrémente la valeur sur la case où il est. On peut à présent coder la condition de sortie de boucle. Alors je l'ai déjà copié, je la colle. Donc si sur la case sur laquelle on est, donc grid de IJ, on a un caractère indiquant la direction dans laquelle regarde Pikachu. Donc ça c'est notre grid de IJ et notre position de départ en fait c'est simplement l'icône qui indique dans quelle direction regarde Pikachu, ou plutôt le caractère, pas l'icône, pardon. Et bien à ce moment-là, si ça correspond à un de ces caractères, endMaze passe à true. Et donc à ce moment-là, on sortira de notre boucle while et il ne restera plus qu'à afficher le résultat. Ceci étant fait, on peut s'intéresser maintenant à la méthode move. Remontons dans notre code. Je vais la mettre ici. Hop, je l'ai préparée. Donc notre méthode move, elle prend en paramètre, pour rappel, notre labyrinthe, startPoint, le mur que l'on doit suivre, la hauteur et la largeur du labyrinthe.
Toujours par souci de lisibilité, je recrée I et J, et enfin direction Pika, c'est la direction dans laquelle regarde Pikachu. Que veut-on à présent? On veut définir la prochaine case sur laquelle Pikachu doit se déplacer. Sauf que l'on sait, on l'a vu en début de cette vidéo, que suivant le mur qu'il doit suivre et la direction dans laquelle il regarde, il doit consulter les cases dans un certain ordre. Donc on pourrait imaginer dans notre méthode une variable qui va récupérer la liste de l'ordre des cases que Pikachu doit consulter. Donc on peut créer une variable directions qui récupérerait d'une méthode defineCycle cette liste de directions. Cette méthode elle prend en paramètre le mur que Pikachu doit regarder et la direction dans laquelle il regarde à l'heure actuelle. Pourquoi faire ça? Eh bien, si on arrive tout simplement à récupérer une liste, ensuite on pourra la parcourir avec une boucle for, et donc c'est en quelque sorte une manière d'uniformiser pour chaque situation un algorithme. Donc on veut définir ce cycle, et une fois qu'on a défini ce cycle, on le parcourt. Donc maintenant on va s'intéresser à la méthode defineCycle. Donc je vais récupérer ici son nom et ses paramètres. Je vais la créer plus haut et on va se lancer dans la réflexion de cette méthode. J'ai préparé le début de la méthode. Donc on a une variable directions. Cette variable directions, elle prend un cycle suivant le mur que l'on doit suivre. Donc si side égale L, donc si on doit suivre le mur de gauche, on aura ce cycle. Sinon, on aura ce cycle-là. Bon, jusque-là tout va bien. Mais rappelez-vous, suivant la direction dans laquelle regarde Pikachu, le cycle ne débute pas au même endroit. Par conséquent, l'idée derrière notre algorithme de defineCycle, c'est de reconstruire la liste pour récupérer le bon cycle suivant la direction dans laquelle regarde Pikachu. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai préparé un exemple pour que vous compreniez l'algorithme que je vais coder. Pour ça, on va reprendre notre feuille LibreOffice et le bon vieux terminal. Imaginons qu'on doit suivre le mur de gauche. Directions a cette valeur, donc c'est celle que j'ai mis dans defineCycle au tout début. On va récupérer l'index de la direction de Pikachu, donc là pour l'exemple, Pikachu regarde à droite. Quand Pikachu regarde à droite, dans notre cycle, on est à l'index 2. Regardons sur notre feuille Excel ce que ça donne. Quand Pikachu regarde à droite, le mur à gauche, il est en haut. Donc on doit débuter notre cycle à l'index 1. Ensuite, si jamais c'est un mur, on regarde à droite pour voir si c'est une case vide ou un mur, puis on regarde en bas, puis on regarde à gauche. À droite, en bas, à gauche. Donc l'idée, à partir de ce cycle-là, c'est de reconstruire ce cycle-là. Pour ça, directions, il doit être égal à directions. Donc, on a dit ici qu'il fallait que ça débute par en haut. Donc, la première case jusqu'à la longueur de directions. Sachant que ça n'est pas inclus, du coup, ça va aller de 1 à 3. Donc, en haut, à droite, en bas. Mais pour finir le cycle, il nous manque le gauche. Donc, on va concaténer une seconde liste. Et cette seconde liste, on va la faire aller de 0 jusqu'à 1. Mais comme le 1 n'est pas inclus, ça va juste récupérer le premier caractère. Et donc là maintenant, si j'affiche directions, on a le bon cycle. Haut, droite, bas, gauche. Regardons ici. Pikachu regarde à droite, on doit suivre le mur de gauche. Haut, droite, bas, gauche. Ce que l'on a fait, on a identifié la direction dans laquelle regarde Pikachu. Cette direction, elle est à l'index 2. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré la liste à partir de l'index -1 jusqu'à la fin de la liste. Et on lui a concaténé le début de la liste jusqu'à l'index -1. Il y a un cas pour lequel ça ne marche pas, c'est si l'index est égal à 0. Donc si Pikachu regarde à gauche, on devrait prendre la liste à partir de l'index -1, mais l'index -1 il n'existe pas. C'est la fin de la liste. Donc là, on a un cas à prendre en compte, c'est le cas où l'index est égal à 0. On doit récupérer le dernier élément de la liste, et ensuite on doit récupérer les 3 premiers éléments. Bon, et bien maintenant, sachant cela, on peut retourner sur le code et coder ceci. Récupérons l'index de notre direction, donc index direction égale directions.index
la direction de Pikachu qui nous est donnée en paramètre dans la variable directionPika. Et maintenant, codons les conditions. Alors, si indexDirection est supérieur à 0, à ce moment-là, souvenez-vous, on récupère de l'indexDirection moins 1 à la longueur de directions. Et on concatène directions de 0 à indexDirection moins 1. Enfin, le else, donc si indexDirection est égal à 0, on récupère la fin de directions à laquelle on ajoute le début de directions. Et enfin, on peut retourner nos cycles de direction à regarder. De ce fait, maintenant, on retourne dans Move. Et maintenant qu'on a notre cycle, on va pouvoir le parcourir. Le parcourir pour quoi faire? Regarder dans chaque direction si la case est vide ou si c'est un mur. Et du coup, obtenir le déplacement de Pikachu. Alors, j'ai déjà préparé l'algorithme pour vérifier dans quelle direction doit se déplacer Pikachu. Donc, maintenant qu'on a notre cycle dans Directions, on parcourt chacune des directions dans laquelle doit regarder Pikachu. Imaginons Pikachu doit regarder à gauche, en haut, à droite, en bas. Donc on aurait ce signe à gauche, en haut, à droite, en bas dans notre liste. On essaie d'identifier où est-ce que Pikachu regarde. Donc là, pour le premier, K égale gauche. Donc c'est notre premier if si K égale gauche et que J est supérieur à 0. En effet, la première case, c'est la case où l'index est à 0, et donc il n'y a pas de case à gauche. Donc ce que l'on teste, c'est que Pikachu se trouve au moins en J égale 1. Si dans notre labyrinthe, en J-1, donc la case à gauche est un 0, ou que J-1 est dans Directions, alors ça en fait c'est le test si on est sur la case départ. En effet, la case départ est représentée par un des symboles de direction, et donc si on retrouve ce symbole de direction, ça veut dire qu'on est arrivé sur la case départ, mais Pikachu peut s'y déplacer. Et bien à ce moment-là, on déplace Pikachu, et ses nouvelles coordonnées sont I de J-1. Ici, on a l'instruction break, donc on sort. Mais si jamais ça avait été un autre cycle, eh ben on aurait testé plusieurs fois pour chaque if jusqu'à trouver une case vide ou la case de départ, ou aucune case si jamais Pikachu est bloqué. Mais donc ici, par exemple, on teste pour la case à droite si K est égal à droite et que J est inférieur à la largeur moins 1. En effet, rappelez-vous, le labyrinthe par exemple ici fait 5 de longueur, donc la dernière case elle est à l'index 4, donc en width moins 1, et il n'y a pas de case à droite. Alors là on teste s'il y a une case à droite. Donc il faut le prendre en compte dans votre if. Donc on teste s'il y a une case à droite, et à ce moment-là, s'il y a bien une case à droite, on regarde si cette case est vide ou si c'est la case départ. On fait pareil pour top et bottom, donc pour le haut et le bas. On regarde si K est égal au symbole vers le haut. À ce moment-là, il faut que I soit supérieur à 0. En effet, si I égale 0, ça veut dire qu'on est tout en haut et donc il n'y a pas de case au-dessus. Et enfin, on regarde si I est supérieur à 0. On regarde dans notre labyrinthe si I-1 est égal à 0 ou si I-1, grid de I-1, pardon, possède le symbole dans Directions, donc si c'est la case départ. Et si c'est ça, enfin si c'est bon, alors on va en I-1J. Et enfin, on fait pareil pour bottom, où on ira en I plus 1 si jamais le déplacement est valide, à savoir si la case est vide ou si la case possède un symbole qui appartient à Direction, donc si c'est la case départ. Et enfin, à la fin, on retourne start point. Dernière précision, on peut constater que start point à l'index 3 prend true. En effet, c'est pour indiquer que Pikachu a bien effectué au moins un déplacement. Donc à partir de maintenant, si dans move, on a réussi à trouver au moins un déplacement valide, alors start point à l'index 3 vaudra true à partir de maintenant dans notre programme. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a nos déplacements. À partir de ces déplacements, on incrémente sur chaque case de Final Grid de plus 1 à chaque fois qu'on s'est déplacé d'une case. Et enfin, on a notre condition qui permet d'identifier si on est arrivé à la fin du labyrinthe ou non. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire notre boucle pour afficher notre résultat. Alors, ça on peut le supprimer. Donc là on parcourt les lignes. À présent, on lui demande de parcourir les colonnes. Et on va lui demander de faire un print sur Final Grid de I, J. Et on met en paramètre
du print end égale rien, puisqu'on ne veut pas que ça passe à la ligne, vu qu'à la fin, il s'attend à avoir chaque colonne les unes à la suite des autres, et puis ensuite seulement on fait un retour à la ligne pour la ligne suivante. Donc il faut penser, hop, après notre boucle for j, à faire notre retour à la ligne. Et donc maintenant, on va pouvoir tester notre programme. Alors, une erreur, que me dit-il? End of line. Ah oui. Je n'ai pas mis, hop. Et ça passe. Donc lançons tous les tests. Petite indication, la première fois que j'ai résolu cet exercice, j'avais des erreurs. Et ces erreurs étaient provoquées par quoi? J'avais mis des prints pour voir un petit peu où justement j'avais fait des erreurs dans mon programme. Et en fait, ces prints ralentissaient mon algorithme et du coup, il était trop long et il était supérieur au temps de réponse qui était alloué et de ce fait, il ne passait pas. Et quand j'ai supprimé tous mes prints, c'est passé. Donc si vous avez cette problématique, je vous conseille de supprimer les prints qui vous ont permis d'afficher vos erreurs dans votre programme. Donc maintenant, on soumet le code. Alors ça charge, ça met du temps, s'il teste tous les labyrinthes, j'imagine. Et voilà, c'est un 100%, nous avons résolu cet exercice. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 12e vidéo sur Code in Game. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la disliker. Enfin, si vous avez des retours à me faire, vous pouvez les laisser en commentaire de la vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment plu, vous pouvez la partager. Dans le prochain épisode, on s'attaque à Jack Silver The Casino. Et d'ici là, soyez malins comme un renard.